C'était le 18 avril 2014 et Aung Chiri n'avait aucune idée que ce serait le dernier jour de sa vie. Le père népalais de 56 ans s'est réveillé à 3 heures du matin dans sa tente au camp de base de l'Everest, comme il le faisait chaque matin depuis 13 ans. Il a mis ses chaussures d'alpinisme, sa lampe frontale et a pris son sac sur ses épaules. Aung était en fait enthousiaste car après le travail de cette journée, il serait un peu plus près de la retraite. C'était censé être sa dernière saison sur la montagne. Ce que Aung Chiri ne savait pas, c'est qu'à 1000 pieds au-dessus de lui, 14 millions de kilos de glace se fissuraient lentement depuis des semaines. Dans 3h45, cette glace ferait de lui un acteur d'un des moments les plus sombres de l'Everest. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi ce qui s'est passé ensuite a déclenché la première révolution de l'histoire de l'Everest et pourquoi il a fallu une tragédie impensable pour enfin révéler l'un des exemples d'inégalité les plus choquants que vous ayez jamais entendus. Bienvenue dans l'extrême. Quand vous entendez parler de quelqu'un qui a conquis l'Everest, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Probablement une personne incroyablement en forme, équipée de matériel coûteux qui se pousse jusqu'à ses limites absolues, n'est-ce pas ? Peut-être que vous les imaginez debout au sommet, les bras levés en signe de triomphe, publiant cette photo parfaite sur Instagram avec la légende « Les rêves deviennent réalité ». Vous ne pensez pas à l'homme qui s'est levé à 3 heures ce jour-là pour porter leur bouteille d'oxygène. Ou à l'homme qui a passé des semaines à installer chaque corde qui les a empêchés de tomber vers la mort. Ou à l'homme qui leur a littéralement sauvé la vie quand ils ont commencé à mourir du mal de l'altitude à 8000 mètres, Nasselina. Vous ne pensez pas aux Sherpas. Vous voyez, les Sherpas sont un groupe ethnique du Népal qui vit dans les montagnes autour de l'Everest. Et depuis 100 ans, ils font tout le travail le plus dangereux sur la montagne pour que les alpinistes puissent réaliser leurs rêves. Je parle de porter 36 kilos d'équipement sur une montagne où de simples problèmes de respiration tuent. Ils installent des cordes à des endroits où, si tu glisses, tu tombes de plusieurs milliers de mètres vers la mort. Pour les tentatives de sommet, ils portent littéralement des bouteilles d'oxygène supplémentaires afin que, lorsque les corps des alpinistes étrangers commencent à lâcher à cause du mal d'altitude, les Sherpas puissent leur sauver la vie. Comme tu peux probablement t'en douter, c'est un travail incroyablement dangereux. Mais si tu demandes à n'importe quel Sherpa quelle est la pire partie de l'Everest, ils te donneront tous exactement la même réponse. La cascade de glace du Khumbu. Imagine une cascade gelée, mais au lieu d'eau, elle est faite de blocs de glace de la taille d'une maison qui bouge, se déplace et s'effondre constamment. Cette cascade de glace se déplace d'environ 1 à 1,20 m chaque jour. Alors, chaque matin, les Sherpas doivent sortir et reconstruire le passage à travers ce piège mortel, car ce qui était sûr hier pourrait être aujourd'hui une crevasse profonde de 30 mètres. Pour traverser ce cauchemar, ils assemblent des échelles en aluminium et les placent sur des crevasses si profondes qu'on n'en voit pas le fond. Ils fixent des cordes à des broches à glace qui peuvent fondre et céder à tout moment. Ils doivent effectuer ce travail dans l'obscurité à 4 heures du matin parce qu'une fois que le soleil se lève et commence à réchauffer la glace, tout devient exponentiellement plus dangereux. Voici la partie vraiment tordue. Un client payant escaladant l'Everest pourrait franchir ce piège mortel 6 ou 7 fois durant son expédition. Mais un Sherpa qui travaille, il pourrait le traverser 30 ou 40 fois en une seule saison, transportant des charges d'avant en arrière. Un Sherpa a en réalité 5 fois plus de risques de mourir dans la cascade de glace que ses clients, car il doit prendre ce risque à répétition pour permettre à d'autres de poursuivre leur rêve de sommet. Avec tous ces efforts, on pourrait croire que ces gars-là gagneraient une fortune, non ? Je veux dire, ils sauvent littéralement des vies tout en risquant la leur dans l'endroit de travail le plus dangereux au monde. Alors que les alpinistes étrangers paient environ 90 000 $ pour gravir l'Everest, couvrant permis et équipement, les Sherpas qui assurent leur survie gagnent seulement 4 000 $ par expédition. 4 000 $ pour traverser un piège mortel, 40 fois en portant l'équipement de quelqu'un d'autre. Ceux qui prennent le plus de risques sont les moins bien payés. Et le 18 avril 2014, cette inégalité allait mener à quelque chose qui ne s'était jamais produit en 100 ans d'histoire du mont Everest. Petit détour sur ce train du chaos. Pour rejoindre la communauté extrême, accéder en avant-première à nos vidéos et participer à des sondages exclusifs, rendez-vous sur Patreon. On se retrouve là-bas. Maintenant, pour comprendre ce qui est arrivé à Aung Chiri ce matin-là, vous devez connaître quelque chose appelé un siroc. Un siroc se forme quand un glacier, une rivière de glace, s'écoule sur une falaise ou une forte pente.
Au lieu de s'écouler en douceur, la glace se fissure et se brise, créant d'énormes tours et blocs qui pendent de la montagne comme des dents cassées. Et ce ne sont pas de petits morceaux de glace. Nous parlons de formations qui peuvent atteindre la hauteur de 30 étages, pesant des millions de kilos, maintenues en place par des forces que même les spécialistes des glaciers ne comprennent pas entièrement. Elles peuvent s'effondrer à tout moment, sans avertissement, grondement, ni signe de problème. Une seconde, elles sont là, la suivante, elles ont disparu. Le sérac suspendu au-dessus de la cascade de glace du Khumbu grossissait depuis des années, devenant chaque saison plus instable. En 2014, ce bloc pesait 14 millions de kilos, soit à peu près le poids de 15 000 voitures empilées les unes sur les autres, suspendues sur le flanc du mont Everest. C'était déjà un signal d'alarme, souvenez-vous. Ils peuvent tomber à tout moment. Que vous marchiez en dessous à 3 heures du matin ou à 15 heures, qu'il fasse beau ou qu'il neige, que la montagne soit calme ou qu'elle tremble, les Sirocs s'en fichent. Ils suivent leur propre rythme, et ce rythme est totalement imprévisible. Encore pire, ce Siroc développait ce que les alpinistes nomment des fissures capillaires. Vous savez, quand vous faites se tomber votre téléphone, c'est que l'écran a ces petites fissures en toile d'araignée qui commencent à petites, mais s'étendent avec le temps. C'est essentiellement ce qui est arrivé à ce bloc de glace de 14 000 tonnes, sauf qu'au lieu que l'écran de votre téléphone se casse et tombe de quelques mètres au sol, là, c'était un bloc de glace de la taille d'un immeuble qui pouvait tomber de 300 mètres sur n'importe qui passant en dessous. À chaque traversée de la cascade de glace du Khumbu, alpinistes et guides levaient les yeux, inquiets, vers le gigantesque Siroc. On pouvait littéralement voir la situation empirer à chaque saison. En 2012, Russell Bryce, chef d'expédition réputé de l'Everest, a observé ce Siroc et pris une décision qui a choqué le monde de l'alpinisme. Il a annulé toute sa saison, a tout simplement mis fin à des expéditions valant des millions de dollars et a renvoyé tout le monde chez eux. Ses mots exacts étaient « Je ne suis plus prêt à prendre ce risque. Je suis très inquiet qu'un grave accident puisse arriver si nous continuons à traverser la cascade de glace. » Et ce n'était pas lui qui faisait preuve d'une prudence excessive. Russell, après tout, organisait des expéditions à l'Everest depuis des décennies. Il avait affronté tous les dangers que la montagne réservait aux alpinistes. Mais en 2012, même ces Sherpas avaient de peur. Ce sont des hommes qui gravissaient de l'Everest depuis des décennies et avaient survécu à des épreuves mortelles pour la plupart. Mais quand ils ont vu ce Siroc, même eux disaient à Brice qu'ils ne voulaient pas passer en dessous. 3 de ses chefs Sherpas les plus expérimentés sont venus le voir, exprimant une réelle inquiétude pour leur sécurité. L'un d'eux a littéralement fondu en larmes, s'excusant auprès des clients payants, mais refusant catégoriquement de passer sous cette formation. Quelque chose dans cette scène l'a tellement inquiété qu'il était prêt à détruire sa réputation professionnelle plutôt que de faire passer des gens en dessous. Il savait ce qui allait arriver. En fait, il a publiquement averti qu'il s'attendait à un accident catastrophique dans la chute de glace. Et souvenez-vous, c'était en 2012, 2 ans complets avant que notre histoire ne se déroule. Vous devez sûrement vous poser la même question que moi au début de mon enquête sur cet incident. Si l'un des guides les plus expérimentés de l'Everest a annulé sa saison à cause du Siroc et que des Sherpas ont renoncé à grimper, pourquoi les autres compagnies d'Asiens ont-elles poursuivi leurs expéditions ? La raison à cela est tristement simple. C'est quelque chose que toute personne de plus de 12 ans a probablement deviné. L'argent. Voyez-vous, le gouvernement népalais prélève 10 000 $ à chaque alpiniste, rien que pour le permis de tenter l'ascension de l'Everest. C'est 10 000 $, rien que pour essayer. Si vous regardez ceci en 2025 ou plus tard, ce tarif est désormais de 15 000 $ par alpiniste. Mais en 2012, ils ont délivré 325 permis. Plus de 3 millions de dollars entrent dans les caisses du gouvernement avant même qu'une personne ne mette le pied sur la montagne. Mais ce n'est que le début. Les alpinistes étrangers payaient aux compagnies d'expédition entre 35 000 et 90 000 $ chacun pour tenter d'atteindre le sommet. Il s'agit de personnes ayant passé des années à s'entraîner, économiser et rêver de ce moment. Pour beaucoup d'entre eux, gravir l'Everest représente l'aboutissement de tout ce pourquoi ils ont travaillé toute leur vie. Et il n'y a pas que les alpinistes. Pensez à tout l'écosystème qui s'est construit autour de l'Everest. Des sociétés d'expédition avec de nombreux guides et employés, des compagnies d'hélicoptères pour sauvetages et livraisons, des hôtels à Katmandou, des fabricants d'équipements, des compagnies d'assurance. L'alpinisme sur l'Everest rapporte chaque année des millions de dollars à l'économie népalaise. Fermer l'accès aurait été une catastrophe économique.
Quand Russell Brice a vu ce siroc et a dit « c'est trop dangereux », le reste de l'industrie a vu ces millions de dollars et a dit « on tente notre chance ». Pendant 2 ans, les expéditions ont continué malgré ce piège mortel, sachant que le compte à rebours avait commencé. Ils savaient que Siroc devenait chaque jour plus instable. Ils savaient qu'à terme, la physique l'emporterait et que ce gigantesque bloc de glace finirait par s'effondrer. Ils savaient aussi que chaque jour où la montagne restait ouverte rapportait plus d'argent. Et au final, la promesse de profit s'est révélée plus forte que la peur de la mort. Il y avait tout simplement trop d'argent en jeu pour fermer la montagne sur la base de ce qui pourrait arriver. 2 ans après l'avertissement de Russell, le Siroc était toujours là, plus imposant et fissuré que jamais, à 3 heures du matin. Le 18 avril 2014, le réveil d'Aong Shiri a sonné sous sa tente au camp de base de l'Everest. La plupart des gens qui se réveillent à 3 heures du matin sont misérables, groggy, ont froid et aimeraient rester au lit. Mais Aong Shiri était différent ce matin-là. En se redressant dans son sac de couchage et en attrapant ses bottes, une excitation naissait dans sa poitrine. Ce n'était pas qu'il voulait traverser un piège mortel, mais il savait quelque chose qui rendait ce danger valable. C'était parmi les dernières fois qu'il devait le faire. Sa femme était à ce moment-là de retour au village de Tamu, probablement éveillée elle aussi, pensant au restaurant qu'ils allaient tenir ensemble. Il voulait l'appeler Camp 2, en hommage à ses années passées à cuisiner à cette altitude sur l'Everest. Après 13 ans de réveil à 3 heures du matin, après 13 ans de réveil à 3 heures du matin et de danse avec la mort dans un labyrinthe de glace, Aong pouvait presque goûter à cette vie normale et simple. Il a enfilé les mêmes bottes d'alpinisme usées qu'il utilisait probablement depuis plusieurs expéditions et a attaché sa lampe frontale, une simple lampe LED, qui allait être la seule chose l'empêchant de tomber d'une falaise pendant les prochaines heures. À l'extérieur de sa tente, le camp de base s'animait dans ce calme, comme chaque matin, pas de voix forte. Juste le doux craquement des bottes sur la neige, le bruit discret des fermetures éclairs des tentes, le cliquetis étouffé du matériel chargé dans les sacs. Aong Shiri a mis son sac de 30 kg de bonbonnes de gaz sur l'épaule. Le plan était de transporter la charge à travers la partie la plus dangereuse du mont Everest pour offrir des repas chauds à 6400 mètres à des alpinistes étrangers fortunés dans quelques heures. Du gaz pour les réchauds, du carburant pour le confort. Il a rejoint la file de lampes frontales se dirigeant vers l'entrée de la cascade de glace. Environ 200 hommes, principalement des Sherpas, avançaient en file indienne dans l'obscurité. De loin, cela semblait presque paisible, comme une procession de lucioles flottant dans la nuit. Rapidement, la procession atteignit l'entrée de la cascade de glace du Khumbu où Aong Shiri s'engagea dans le labyrinthe, ignorant que ce serait la dernière fois. Ce qui frappa d'abord Aong Shiri dans la cascade de glace, ce ne fut ni le froid, ni l'obscurité, mais le bruit. Pas le silence, comme on pourrait s'y attendre, mais ce gémissement constant et sourd. Le bruit de millions de tonnes de glace qui se déplacent lentement, grincent les unes contre les autres, bougent d'une manière qui pourrait te tuer sans prévenir. Aong Shiri avait déjà fait cette routine des centaines de fois. Elle était simple. Attache ta ligne de sécurité à la première corde fixe et avance, traverse les échelles en aluminium. Ne regarde pas en bas, en haut de l'échelle, décroche-toi et avance. Clips, avance, déclipse, reclipse, mais ce matin-là, tout semblait différent. La glace gémissait plus fort que d'habitude. Des sons plus aigus, comme si la montagne luttait contre elle-même. Et il y avait plus de débris que d'habitude. Des blocs de glace de la taille de réfrigérateurs étaient éparpillés sur la route, alors qu'ils n'y étaient pas la veille. Ce qu'Aong Shiri et les autres ignoraient dans l'obscurité, à 300 mètres au-dessus, c'est qu'une énorme dent du Siroc sur l'épaule ouest de l'Everest atteignait son point de rupture. Ces blocs n'étaient pas là par hasard. C'étaient des morceaux qui avaient déjà commencé à se détacher pendant la nuit. 5 minutes après l'ascension, Aong Shiri contournait prudemment une chute de glace récente, marchant sur des blocs pouvant écraser une voiture. Les fissures capillaires s'étendaient au plus vite désormais, ce qui avait mis des années à apparaître progressait en minutes. En avançant dans la chute de glace, le Sherpa devant s'arrêta brusquement et leva la main. Toute la file stoppa. Dans le silence soudain, ils purent tous l'entendre. Un grondement sourd venant de quelque part et bien au-dessus d'eux. Cela dura 10 secondes, puis s'arrêta. Ils attendirent, écoutèrent, rien. La file reprit, avançant plus vite. Tous partageaient le même instinct, traverser rapidement cette section. Quelque chose n'allait pas là-haut. Ils ne le savaient pas, mais le Siroc au-dessus avait atteint un point de fracture critique. Il pouvait tomber à tout instant maintenant. À chaque minute,
De nouveaux bruits résonnaient assez d'en haut, non seulement des gémissements, mais aussi des craquements secs, semblables à des coups de feu sur les parois de la montagne. D'autres Sherpas allaient encore plus vite, certains traversant les échelles presque en courant malgré leurs sacs lourds. À 6h45 précises, alors qu'Aung Shiri atteignait la corde suivante, cela arriva. D'abord, un bruit survint, décrit plus tard comme une vibration profonde, proche d'un marteau frappant une cloche étouffée. Puis, un craquement si puissant qu'on croyait qu'il venait de votre crâne. Ensuite, ce grondement, comme si tous les trains de marchandises du monde fonçaient sur vous. Mais ce n'était pas un train humain. 14 millions de kilos de glace fonçaient à une vitesse mortelle vers des Sherpas vulnérables et non préparés. L'avalanche a frappé comme un tsunami de béton. Les corps ont été effacés, engloutis sous d'énormes blocs de glace et ensevelis sous des tonnes de débris plus rapides qu'une collision sur l'autoroute. Lorsque le grondement s'est enfin arrêté et que l'immense nuage de glace et de neige est retombé, quelque chose s'était produit qui allait changer le mont Everest à jamais. 6 hommes avaient disparu, effacés de l'existence en quelques secondes. Ce fut, et cela reste encore aujourd'hui, le jour le plus meurtrier de l'histoire de l'Everest. L'opération de sauvetage qui a suivi a été absolument déchirante. Des hélicoptères ont survolé le champ de débris, ramenant les corps des morts suspendus à de longues cordes vers le camp de base. Les blessés ont été transportés d'urgence dans des hôpitaux à Katmandou. 13 corps ont été récupérés rapidement. 3 sont restés ensevelis si profondément dans la glace qu'ils n'ont jamais été retrouvés. L'un des hommes sortis de la glace était Aung Shiri, le même qui s'était réveillé quelques heures plus tôt, heureux d'être presque arrivé. Encore quelques semaines, quelques allers-retours, et il en aurait fini avec l'Everest pour de bon. Mais quand l'avalanche s'est arrêtée, le voyage d'Aung était vraiment terminé. Plus de réveils matinaux, plus de montagnes. Ce rêve pour lequel il économisait s'était envolé comme ça. Pendant les 3 jours qui ont suivi l'avalanche, l'Everest était en plein chaos. Les Sherpas survivants ont rejoint leurs familles pour pleurer leur mort. Les chefs d'expédition ont annulé les ascensions. La montagne est devenue silencieuse, mais c'est ici que cette histoire prend un autre tournant inattendu. Le 21 avril, le gouvernement népalais est finalement venu pour réagir à la tragédie. Et la réponse a été tellement insultante, tellement à côté de la plaque, tellement scandaleuse, qu'elle a déclenché quelque chose qui ne s'était jamais produit dans toute l'histoire du mont Everest. Ils ont annoncé qu'ils verseraient 40 000 roupies népalaises à chaque famille des défunts. Cela représentait environ 400 $ américains à l'époque, 400 $. Permettez-moi de vous donner un ordre de grandeur. Chaque alpiniste étranger paie au gouvernement népalais 10 000 $ rien que pour le permis de tenter l'Everest. Rien que cette saison-là, 334 personnes ont acheté des permis. Ce qui signifie que le gouvernement a collecté plus de 3,3 millions de dollars en frais de permis. Mais lorsque ces hommes meurent en générant ces revenus, leurs veuves reçoivent chacune 400 $ pour couvrir les frais funéraires. Maintenant, voici pourquoi c'est une insulte à tant de niveaux. Au Népal, des funérailles décentes coûtent environ 1 000 $, rendant un adieu basique inabordable pour de nombreuses familles. Donc, pendant que le gouvernement empochait des millions, les personnes qui ont réellement tout risqué ont reçu moins de la moitié de ce qu'il faut juste pour dire au revoir. Pour le dire autrement, certains alpinistes étrangers dépensent plus de 400 $ pour un seul équipement d'escalade. Mais selon le gouvernement népalais, c'est ce que vaut la vie d'un Sherpa. Nima Doma, dont le mari Sheringonchu est décédé dans l'avalanche, a résumé la situation impossible des familles Sherpa. Que faire quand le pilier de votre maison disparaît ? Les enfants étaient des petits et je me faisais du souci sur la façon dont je pourrais les éduquer et comment nous allions subvenir à nos besoins. Le gouvernement disait essentiellement à cette veuve et mère de 2 enfants que la vie de son mari, un homme qui avait passé des années à tout risquer pour que des touristes étrangers réalisent de leurs rêves, valait moins qu'une bonne paire de chaussures d'alpinisme. C'est alors qu'un événement extraordinaire s'est produit. Pendant 3 jours après l'avalanche, les Sherpas ont enchaîné les réunions. Ce n'était pas de simples briefings d'expédition avec guides étrangers et représentants gouvernementaux. Non, c'était des Sherpas parlant entre eux une dizaine dans leur langue maternelle. Et à chaque conversation, ils devenaient de plus en plus en colère et unis. Les alpinistes étrangers et chefs d'expédition restaient au camp de base, observant ces discussions avec une inquiétude croissante. Parce que, petit à petit, ils commençaient à réaliser quelque chose qui aurait dû être évident depuis le début. Toute leur expédition, non, toute leur capacité à gravir cette montagne dépendait entièrement du soutien des Sherpas. Sans ces hommes, ils ne pouvaient pas atteindre le sommet. Sans ces hommes, ils ne pouvaient même pas survivre à une seule traversée de la cascade de glace.
Quelque chose se préparait, quelque chose qui ne s'était jamais produit dans l'histoire de la montagne, mais personne ne le savait. Le 22 avril, les réunions au camp de base ont abouti à une décision qui a bouleversé tout le pays. Le Sherpa Tulsi Gurung, au nom des Sherpas réunis, fit une annonce inédite en 100 ans d'alpinisme sur l'Everest. Nous avons eu une longue réunion cet après-midi et nous avons décidé d'arrêter notre ascension cette année pour honorer nos frères disparus. Les Sherpas sont unis dans cette décision. Pour la première fois dans l'histoire de l'Everest, la main-d'œuvre invisible rendant possible l'alpinisme commercial a fait grève. Ils avaient fermé toute la montagne. Et tout simplement, ils ont fait quelque chose qui n'avait littéralement jamais été fait auparavant dans le siècle d'histoire de l'alpinisme sur le mont Everest. Ils se sont mis en grève, ils ont fermé toute la montagne. Et l'effet a été immédiat et absolument dévastateur. Car 600 alpinistes se trouvaient au camp de base avant l'avalanche, après des années d'entraînement et des dépenses de dizaines de milliers de dollars, certains ayant payé près de 100 000 dollars pour tenter d'atteindre le sommet. Des personnes pour qui gravir l'Everest était l'aboutissement de toute une vie de travail. Soudainement, tout cela est devenu complètement dénué de sens. Parce que sans le soutien des Sherpas, ils n'étaient que de riches touristes campant sur un parking très dangereux et très coûteux. Les compagnies d'alpinisme ont commencé à tomber comme des dominos. Adventure Consultant, l'une des compagnies de guides les plus établies sur l'Everest, a immédiatement annoncé qu'elle annulait le reste de sa saison. International Mountain Guide, qui employait plus de 100 Sherpas, a aussi annulé sa saison. Chaque grande expédition sur la montagne a fini par abandonner une à une. Au 24 avril, il ne restait qu'environ 40 alpinistes au camp de base sur les 600 d'origine. Les Sherpas avaient sémi toute l'industrie de l'Everest à genoux avec rien de plus qu'un nom collectif. Et vous savez quoi ? Il était temps, parce que voici ce que cette grève a révélé. Toute l'industrie de l'alpinisme sur l'Everest reposait sur des inégalités parmi les plus révoltantes imaginables. Écoutez bien, depuis 1922, 230 Sherpas sont morts sur le mont Everest. Cela représente plus d'un tiers de tous les décès sur la montagne. Ceux qui gagnaient le moins et étaient le moins reconnus mouraient à un rythme qui fermerait tout lieu de travail dans le monde développé. Et pourquoi mouraient-elles ? Pour que des étrangers des riches publient des selfies au sommet sur Instagram et se vantent d'avoir conquis l'Everest. La grève a révélé ces vérités dérangeantes pour la première fois. Les médias internationaux se sont soudainement intéressés à la main-d'œuvre invisible rendant possible l'ascension de l'Everest. Soudainement, des gens du monde entier se posaient les questions difficiles. Pourquoi les Sherpas étaient-ils si peu payés alors qu'ils prenaient autant de risques ? Pourquoi leur sécurité était-elle jugée négligeable ? Le gouvernement népalais, sous forte pression internationale et voyant des millions de revenus de l'alpinisme disparaître, a rapidement réagi. En quelques jours, ils ont annoncé d'importants changements. Les indemnités de décès ont augmenté de 400 $ à plus de 10 000 $. La garantie a été augmentée. Ils ont promis de créer des fonds de secours et de couvrir les frais médicaux, mais il était trop tard pour sauver la saison 2014. Les Sherpas s'étaient exprimés et ils n'ont pas reculé. Le courage qu'Aon Shiri et tous ses Sherpas ont montré en risquant leur vie chaque jour pour que des inconnus puissent réaliser leurs rêves est tout simplement incroyable pour moi. Et même si ce qui leur est arrivé est absolument déchirant, leur sacrifice a finalement forcé le monde à voir une injustice qui était restée cachée pendant près d'un siècle. Aujourd'hui, il y a un mémorial au camp de base de l'Everest avec les noms de plus de 130 Sherpas qui sont morts sur la montagne gravés dans la pierre. Et quand vous regardez ces noms, vous ne voyez pas des statistiques. Vous voyez des pères qui ont exercé le métier le plus dangereux au monde pour envoyer leurs enfants à l'école. Des fils soutenaient des villages entiers avec leurs revenus. Des frères partageaient tout avec leur communauté. Le mont Everest reste dangereux. Des gens meurent encore chaque saison. La cascade de glace du Khumbu reste un piège mortel qu'il faut traverser. Aujourd'hui, quand une tragédie survient, le monde y prête attention et les familles savent que leurs pertes ont un sens. La prochaine fois que vous verrez quelqu'un célébrer au sommet de l'Everest, rappelez-vous, un Sherpa a rendu ce triomphe possible. Et souvenez-vous, le 18 avril 2014, le jour où 16 hommes sont morts et ont changé le mont Everest à jamais. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez audacieux et vivez avec courage.